Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est vendredi le 22 novembre 2024, il est 10h en France et 18h au Japon et on est parti pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Tropico, à l'exception de toutes les autres émissions durant laquelle on va faire un petit tour de l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines pour en dégager tendance et dispositifs, le tout sur fond de bande originale d'animé. Une émission très américaine cette semaine, beaucoup trop à mon goût, mais écoutez, puisqu'il faut être ricain, autant le faire à fond. À nous les départements de l'efficacité gouvernementale, le LEX pour Ligue d'expropriation des xénophobes. Nous aussi, on a le droit d'hurler « Mec, les syndicats great again !» Bienvenue dans Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de tout Tropico, à l'exception de toutes les autres. D'où le fait que ce 68e numéro de Soft Power soit intitulé cette semaine, comme je dis, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi j'ai découvert en plastique Camping 2, Franck Dubosc, quand il n'est pas trop occupé à faire des podcasts chez David Laroche, puisque cette semaine, on glissera dans les univers parallèles de la 3e saison de What If, la série d'animation des écuries Marvel qui s'est illustrée à travers une première bande-annonce la semaine dernière. L'occasion de revenir sur le projet, mais aussi sur un des problèmes plus que récurrents du multivers chez Marvel, et pas que. Préparez votre couteau à mettre entre vos dents, on en aura bien besoin en deuxième partie d'émission. On empilera ensemble des cubes pour former un mur ou pouvoir encastrer nos têtes à la vue de la nouvelle bande-annonce du film en prise de vue réelle Minecraft, un projet toujours aussi non-sensique et qui, il me semble, passe totalement à côté du cœur du jeu, le travail. On fera donc un petit tour de ce côté-là pour se crafter une réflexion. On s'envolera aussi vers Neo Gotham pour un tout nouveau fan-film dans l'univers du Chevalier Noir, Batman Beyond Year One, un court-métrage qui a été posté la semaine dernière sur YouTube et qui pourrait tout à fait disparaître demain ou pas. On ne sait pas, et c'est précisément de ça et de la culture des fan-films dont on parlera aujourd'hui dans Soft Power. On montera également dans les manèges du parc Universal Studios Japan qui s'offrira dès le mois prochain une toute nouvelle zone dédiée à Donkey Kong, 4 ans après l'ouverture de la section Super Nintendo World, principalement dédiée à l'univers de Mario, une zone qui nous en dit un peu de la stratégie menée par Nintendo depuis quelques années désormais, mais qui nous en dit surtout beaucoup de celle menée par le parc Universal Studios Japan lui-même. Vous verrez ça. On quittera quand même un temps les États-Unis pour faire un tour, une fois n'est pas coutume, du côté de l'Ouzbékistan pour parler rapidement du désormais examen moral qui va être appliqué pour tous les médias et toutes les œuvres culturelles. Un terme plus que flou qui s'inscrit dans une des plus grandes tendances de fond à l'autoritarisme du pays. On en parlera un petit peu et après tout ça, vous le savez, on enchaînera sur les brèves, pas très positives il faut le dire cette semaine ma foi, puis sur les recommandations de Soft Power où ça ira tout de suite beaucoup mieux. Bref, c'est parti les gens pour ce 68e numéro de Soft Power. Mais pour avoir accès à la bande-annonce qui ouvre l'émission, il vous faudra cette fois suivre une procédure toute particulière. Votre mission, à supposer que vous l'acceptiez, consistera à enfiler vos meilleures chaussures pour courir le plus vite possible de profil, à vous entraîner à sourire en coin une bonne heure par jour et à tenter de vous représenter ce que pourrait finalement bien être cette satanée patte de lapin. Oh, et comme toujours, si vous ou l'un de vos agents était capturé ou tué, le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Cette émission s'auto-détruira dans 5 secondes. Bonne chance. Nos vies ne se définissent pas par un seul de nos actes. Nos vies sont la somme de nos choix. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. Quand la certitude doit être absolue, quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Si toutefois il l'accepte. Pour chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. À présent, tout ce qui respire sur cette terre est entre vos mains. C'est toujours la même histoire, non? Vous refusez de sacrifier ceux qui vous sont chers.
a toujours été du bon côté, mon frère. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Il faut que tu me fasses confiance une toute dernière fois. Ainsi parle chuchote Tom Cruise en quasi yeux dans les yeux avec les spectateurs et spectatrices de cette première bande-annonce de Mission Impossible, The Final Reckoning, 8e volet de la grande franchise action-espionnage tirée à bout de bras par la star hollywoodienne depuis 1996, devenue en bientôt 30 ans l'une des 20 séries de films les plus rentables de tous les temps et dans l'imaginaire collectif. Et c'est pas forcément volé, l'une des meilleures franchises d'action actuelles, tout court, avec de sacrés épisodes. Oui, Mission Impossible, Fallout, moustache, hélicoptère, toilette publique, c'est exactement à toi que je pense, absolument. Et c'est dire, les gens, si ce 8e film des aventures de l'intrépide sprinter en vue de profil Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise, était attendu, a fortiori que celui-ci est présenté comme la suite directe de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, film sorti l'année dernière dont le succès contrasté au box-office, dira-t-on, n'a pas empêché de générer une forte attente quant à sa suite, une suite directe, donc d'où la présence au casting une nouvelle fois aux côtés de Cruise, de Riley Atwell, de Ving Rhames, de Simon Pegg, de Vanessa Kirby ou encore d'Esai Morales, et qui devrait reprendre la droite lignée de l'histoire précédente autour d'un code source, d'une entité. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film précédent, et une suite directe dont la mise au jour avait pu faire douter du fait de sa production compliquée. Originellement prévue pour être tournée dans la foulée de Mission Impossible 7, ce Mission Impossible The Final Reckoning a vu son tournage tour à tour se complexifier par une pandémie mondiale qui est venue lui paffer la tête avant d'être une nouvelle fois stoppé en raison de la grande grève des acteurs et des actrices d'Hollywood de l'année dernière, pour que le film puisse finalement reprendre sa production en mars 2024 avant d'être une nouvelle fois retardé en mai dernier en raison d'un dysfonctionnement d'un sous-marin. Là, écoutez les gens, très clairement, il y a quelqu'un qui est dans le royaume des blockbusters et des canapés Oprah. Il était comme ça sur son canapé. Sur cette tablette, nous avons un épi d'orge. Le mot orge en sumérien se prononce chai, donc un sumérien voit cela et il dit « Ah, chai !» C'est pas possible autrement, très clairement. Mais au bout du compte, vous le savez, le Grisby trouve toujours son chemin et le tournage a bien fini par être bouclé il y a quelques mois pour enfin partir en post-production, notamment du côté de chez ILM. D'où enfin, là aussi, cette première bande-annonce de Final Reckoning, très Mission Impossible Core. Des alliés qui se remémorent le bon vieux temps, des méchants aux sourcils froncés, de belles couleurs, des cascades déjà exceptionnelles, de grands thèmes symphoniques aussi, mais surtout du Tom Cruise et rien que du Tom Cruise, du Tom accroché à un biplan en plein vol, du Tom qui court dans un tunnel en plein éboulement, du Tom qui se bat torse-poil dans un sous-marin. Tout est fait pour mythifier l'acteur, bien sûr, mais aussi pour mythifier le corps de celui qui a aujourd'hui 62 ans. Et tout ça est loin d'être anodin, les gens, puisqu'il faut aussi reconnaître que ces 2 dernières décennies, le héros hollywoodien vieillissant est devenu une figure importante des films d'action post-millénaristes. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans l'émission de Comment dans les années 80 et au début des années 90, une série de films avait pu dominer l'action à Hollywood, dans ce que Suzanne Jeffers a nommé les films hard body, menés par des acteurs bodybuildés, blancs, débordant de toute cette masculinité américaine hégémonique de l'époque, pour dépeindre des personnages autoritaires, des policiers, des soldats, des agents secrets, des personnages refusant eux-mêmes de céder à l'autorité de d'autres hommes, des personnages souvent violents, pour au final un archétype très empreint du climat politique et idéologique des années Reagan, d'où aussi ces très régulières scènes torse nu avec ces corps masculins puissants, quasi indestructibles, dominants, dont la mise en scène ne cessait de nous rappeler la musculature, les compétences athlétiques, les prouesses physiques, et derrière ça, évidemment, bien sûr, la nation américaine, le héros hard body se faisant le substitut des désirs nationaux. C'est Sylvester Stallone, c'est Chuck Norris, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est Steven Seagal, c'est Dolph Lundgren, c'est Emmanuel Macron en noir et blanc devant son sac de boxe, etc., etc. Vous les connaissez tous, et c'est d'ailleurs pas un hasard que ces mêmes acteurs
acteurs témoignaient aussi de leur force ou de leur capacité de pouvoir se battre également dans la vraie vie, puisque leur corps précisément se devait de dire et se devait de montrer, des corps qui étaient le spectacle de la toute-puissance et de l'indestructibilité, faisant ainsi autant écho à leur époque qu'aux mythologies et aux légendes classiques occidentales qu'ils se vouaient à évoquer. Mais la suite, les gens, vous la connaissez. Avec la fin de la guerre froide et les changements politiques et économiques des années 90, le héros réganien va perdre de sa superbe et progressivement laisser sa place à d'autres tropes qui vont à leur tour façonner de nouvelles figures héroïques ou en actualiser certains aspects. C'est le héros sensible et faillible qu'est John McClane dans Die Hard, c'est celui traumatisé et en quête de rédemption à la Maximus dans Gladiator, c'est celui idéaliste puis désillusionné avec Thomas Anderson dans Matrix, mais c'est aussi précisément ce héros vieillissant déjà présent dans les années 80. On se souvient de Firefox, de Blue Thunder, mais aussi des réflexions de Danny Glover dans L'Arme Fatale 1 quant à son âge. Ces héros vieillissants déjà présents à petite échelle dans les années 80, mais dont l'aspect désormais post-millénariste lui a ouvert en grand les portes du cinéma d'action qui lui ont permis de remplacer la tension des années 80 par un relatif anonymat. Héros post-millénariste vieillissant, un désormais double produit, celui d'une crise de la masculinité post-récession, mais aussi témoin du pouvoir toujours important de ces grandes célébrités des années 80. Héros post-millénariste vieillissant dont la pure force physique et la puissance du corps sont désormais augmentées de culture, de maturité, d'expérience, de ténacité et de résilience, sauf qu'il me semble là, les gens, qu'il y a une belle entourloupe quand Sylvester Stallone se présente désormais en leader patriarche expérimenté dans la franchise The Expendables, leader précisément prêt à faire ruisseler toute son expérience passée sur ces jeunes et trop intrépides nouveaux compagnons de route. Il est en même temps présenté, et ça dès les premières scènes, notamment de The Expendables 2, comme toujours aussi fort, toujours aussi agile, toujours autant en pleine possession de ses capacités mentales. Quand l'âge de Daniel Craig est relevé à plusieurs reprises dans James Bond Skyfall de Sam Mendes en 2012, il est quand même toujours là à replacer sa montre en entrant par le toit dans un train après avoir sauté d'un bulldozer en pleine course. Puisqu'au fond, les gens, la question qui avait été posée par Charlie Lynn dans son article de 2013, les héros de la gériaction et l'âge des stars de cinéma âgés, est toujours autant d'actualité. Comment se fait-il que malgré leur grand âge, ces stars de cinéma demeurent les plus héroïques et les plus puissantes de toutes, puisque toujours en 2024, malgré leur golfe persique sur le crâne et leur rite pas de doigts autour des yeux, Daniel Craig, Sylvester Stallone, Vin Diesel, Tom Cruise, Liam Neeson, Keanu Reeves, bien sûr, et entre autres, sont toujours présentés aussi vaillants, aussi puissants, avec des corps parfaitement capables, n'en déplaise aux scènes de 5 secondes qui les mettent en scène en train de se toucher le bas du dos au début du film. Oh là là, j'ai un peu mal ce matin, peut-être que c'est mes 65 ans, ou peut-être que c'est le fait que j'ai fait un front kick hier soir en me jetant d'une fusée lancée à 1000 km/h sur le périph' de Paris, peut-être, allez savoir. Et puisque ces corps sont désormais augmentés d'expérience, d'intelligence, de précision, de versatilité, ils sont même encore plus capables qu'ils ne pouvaient l'être avant, participant ainsi du discours de préservation d'une masculinité hégémonique qui refuse de reconnaître les obstacles qui accompagnent sa vieillesse. Ces vrais faux nouveaux héros vieillissants étant capables de supporter tous les tourments, toutes les douleurs, de nier largement leur âge et de cacher, s'il le faut, leur physicalité, leur physique derrière des costumes, à moins d'avoir passé des milliers d'heures en cure et en piqûre hors tournage. Bien au contraire, les gens, bien au contraire, les rares moments de faiblesse ou de blessure qui pourraient accompagner la vieillesse de ces personnages opérationnalisent, instrumentalisent leur fragilité d'une manière qui soutient la rhétorique violente du genre, en affectant davantage les spectateurs et les spectatrices par les transpirations et autres saignements du héros, comme le souligne la chercheuse Rebecca Misset. Je la cite, « À une époque où le vieillissement au-delà de l'âge mûr est censé remettre en cause le pouvoir masculin et affaiblir le contrôle patriarcal, c'est la robustesse même du corps plutôt qu'un quelconque pouvoir moral, culturel ou financier qui a permis à l'homme vieillissant de rester héroïque et hégémonique. » Alyssa Nick Buring, travaillant sur les cadres socioculturels du vieillissement et du genre en Occident, d'ajouter que ces tropes du héros vieillissant soutiennent, je la cite elle aussi, une vision du vieillissement et de la masculinité profondément enracinée dans le système socio-culturel et politique occidentale du néolibéralisme et qui peut être résumé ainsi: tant qu'on est productif, on est précieux pour la société. Et c'est là, les gens, tout le paradoxe. Alors qu'ils répudient tout de même la violence dominatoire et la nécessité de subjuguer les autres du hard body des années 80, ce fameux héros vieillissant réhabilite pourtant avec force tous les tropes d'une masculinité hégémonique et d'un corps masculin puissant sur lequel l'âge n'a de facto que peu de prise dans le cinéma d'action post-millénariste. Bien
loin de participer de la détérioration de la masculinité hégémonique. L'âge est ici précisément ce qui va lui permettre de se renforcer en plaçant ses héros dans des positions de victimes émancipatrices, pour reprendre les mots de Lénard Soberon dans son article « Trop vieux pour ces conneries, héros d'action âgés, affect et économie de l'effort », que je vous invite aussi à lire. Victime émancipatrice en ce que, je le cite, les mots et les efforts qui accompagnent la vieillesse fournissent une source puissante de scénarios mélodramatiques qui présentent le héros d'action comme une victime moralement juste en quête de restauration héroïque. Et c'est absolument tout ça qu'il faut voir dans les courses, dans les cabrioles et dans les aventures planétaires de Tom Cruise dans ce nouveau Mission Impossible. Tom Cruise dont il faut rappeler par ailleurs que le visage est soigné numériquement et que les milliers d'heures de coach armés jusqu'aux seringues lui permettent de visiblement tenir des scènes de tape topless dans des sous-marins à 62 ans. Mission Impossible The Final Reckoning, ce sera le 21 mai 2025 dans toutes les bonnes salles IMAX, 4DX, expérience olfactive à balle pour pleinement profiter du corps exceptionnel de Tom Cruise qui devrait pouvoir encore longtemps s'accrocher à des avions en plein décollage et sauter sur des canapés en hurlant des trucs puisqu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il se verrait bien continuer la franchise jusqu'à sa mort. Avec une seule mission en tête, les gens, à supposer qu'ils l'acceptent, faire toujours croire davantage en sa vieillesse, toujours la même bande, une bande qui devrait s'autodétruire dans 5 secondes, à moins que ce soit dans 50 ans. Voilà, Donkey Kong のリズム、ジャングルビートが聞こえてきました。ここが新エリア、ドンキーコングカントリーです。ドンキーコングたちが住むジャングルの世界が広がっています。あちらに見えるのはドンキーコングの家、そしてその奥にそびえるのは黄金の神殿です。実際に見るとこんな巨大な神殿だったんですね。黄金が眩しく輝いています。では早速エリアの中を探検していきましょう。メインのアトラクション以外にもいくつかの秘密の場所があります。あちらの方からコンガの音が聞こえてきましたよ。行ってみましょう。はい、ここではドンキーコングのリズムを使ったアクティビティをプレイできます。Histoire de panacher les grosses news américaines de cette semaine, je vous propose de faire un petit détour par une actualité Japon, puisque la semaine dernière, Nintendo, la firme aux avocats moustachus, a officialisé, a annoncé l'ouverture le mois prochain d'une zone dédiée à Donkey Kong au sein du gigantesque parc d'attractions Universal Studios Japan, où trônait déjà fièrement son ennemi Jumpman, Mario, dans une Super Nintendo World Zone ouverte en 2020, qui est plutôt cool. Merci la pandémie de m'avoir fait attendre que 30 minutes pour l'attraction Mario Kart. C'est bien urbain, même si j'avais préparé ma carapace bleue pour couper la file au cas où, bam, comme ça. Et dans cette nouvelle aile Donkey Kong, vous pourrez faire quoi? Et vous pourrez taper sur des Kongas qui ont de la latence, vous pourrez acheter des peluches Diddy Kong en pleurant toutes les larmes de votre corps que le jeu Diddy Kong Racing n'ait jamais de suite, alors qu'il était en développement. Et vous pourrez prendre le chariot de la mine parce que c'est un parc d'attractions, il y a toujours un chariot de la mine. Une zone Donkey Kong, donc, qui s'inscrit bien sûr dans le virage stratégique entrepris par Nintendo il y a une dizaine d'années vers le plein transmédia et vers la recentration des activités du groupe autour de ses grandes propriétés intellectuelles. Je vous invite à réécouter les récentes émissions sur le procès de l'entreprise avec le studio Pocket Pair derrière le jeu Palworld, où l'on parlait notamment de l'accélération du contrôle de Nintendo sur la production tierce ces dernières années, notamment par l'exploitation de leurs brevets, mais on pourrait parler aussi de leur rapport plus récent à l'émulation et bien sûr de leur pleine percée dans le monde du cinéma, ce ne sont pas les angles qui manquent. Le petit artisan du jeu vidéo, qui n'a jamais été bien longtemps, étant bien vite devenu un gros exploitant de franchise qui lui est bien parti pour durer. Mais si je vous parle de cette actualité aujourd'hui, les gens, c'est davantage pour vous parler du parc Universal Studios Japan où se trouvera cette zone Donkey Kong. Si vous pensez que tout ça est une petite chose, il me semble que vous devriez garder à l'esprit que Universal Studios Japan, les gens, c'est 16 millions de visiteurs et de visiteuses en 2023, ce qui fait du parc tout simplement le 3e parc d'attractions le plus visité du monde. Et pour bien comprendre ça, il faut bien comprendre aussi sa place toute particulière dans la culture japonaise contemporaine, le parc ayant conservé sa popularité contrairement à bien d'autres parcs locaux. Au cœur de ce succès, la dochakuka, la glocalisation, appelez ça comme vous voulez, ce procédé par lequel de profondes adaptations du parc hollywoodien ont été faites à la culture japonaise, ce qui était très loin d'être le cas lors de sa création, de leur création, les deux parcs japonais, Universal et Disney, ayant tous deux été construits à l'origine comme des répliques des originaux américains.
Un peu de contexte, les gens en pleine croissance économique et avec une culture de consommation au beau fixe dans les années 60-70, on assiste au Japon au glissement du tourisme de masse vers un nouveau tourisme à partir des années 80 visant à attirer les voyageurs indépendants. Cette nouvelle forme de tourisme va mettre l'action sur des expériences vendues comme plus personnalisées, plus authentiques. À l'époque, les communautés qui tentent d'attirer des visiteurs et des visiteuses se mettent à construire des sites à visiter, des sites touristiques qui, dans le cas du tourisme cinématographique, comprennent désormais des parcs à thème, des plateaux de tournage ouverts et des musées consacrés à certaines grandes figures du cinéma. Entre 1983 et l'éclatement de la bulle économique au début des années 90, c'est pas moins d'une quarantaine de parcs à thème qui ont été construits au Japon, même si une grande partie d'entre eux vont disparaître à l'explosion de la bulle économique comme témoins d'un Japon passé. Souvenez-vous du début du voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, avec ses grandes roues délabrées de l'autre côté du passage magique. C'est précisément ça, et c'est précisément de ça dont parle le film. Des fermetures de parcs qui ont laissé de plus en plus de place à Tokyo Disneyland, fondé en 1983, qui dans les années 90 s'est imposé de fait comme une destination familiale, peut-être la destination familiale saine à proximité du centre de Tokyo. Son nombre continuellement croissant de visiteurs et de visiteuses dans les années 90 a convaincu les studios Universal de tenter à leur tour l'aventure japonaise au début des années 2000 avec la création d'un parc plus à destination des adolescents et des adultes, cette fois-ci en pleine troisième phase du tourisme japonais où l'on voyageait davantage pour développer des intérêts spécifiques et ses réseaux, d'où un renforcement du tourisme de contenu à l'époque. Mais les gens, malgré leur succès général, Tokyo Disney Resort et Universal Studios Japan vont tous deux connaître des périodes difficiles, Universal ayant chuté jusqu'à un niveau plancher de 7 à 8 millions de visiteurs et de visiteuses en 2009 et en 2010. Et c'est là que c'est intéressant, les gens. Pour s'adapter à ces baisses, les deux parcs, Disney et Universal, vont introduire dans les années 2010 des couches de culture japonaise dans les fondations américaines des parcs. C'est la langue japonaise, évidemment, absolument partout désormais, sur les règlements, sur les panneaux, sur les brochures, sur le moindre encart. C'est la formation des travailleurs et des travailleuses du parc à davantage d'hospitalité japonaise. Mais surtout, du côté d'Universal, c'est une japonisation des attractions et des boutiques que beaucoup d'analystes ont vu comme la clé de la réussite économique du parc et la clé de l'enrayement du déclin du nombre de visiteurs et de visiteuses. Une direction marketing à succès telle que son directeur Tsuyoshi Morioka est devenu en quelques mois un gourou du marketing local. Bienvenue à cet Universal nouveau où l'on trouve un pain-main et du Hello Kitty dans les boutiques, où l'on peut acheter des onigiri et du mononpan dans tous les 200 mètres, où l'on peut prendre ces fameux souvenirs japonais, les omiyage, pour les rapporter à sa famille, où l'on peut surtout désormais profiter d'attractions Universal Cool Japan au démarrage prévu exceptionnellement pour un an et désormais annualisé. Des attractions Cool Japan qui convoquent autant Détective Conan que My Hero Academia, Demon Slayer et autres Monster Hunter. Et Demon Slayer d'ailleurs qui était très très bien, puisqu'il ne s'agit plus tant de visiter un parc Universal que d'avoir une expérience japonaise du parc Universal. Et à quelques différences près, il en va de même pour Disney, qui est plus centré sur la culture de ses visiteurs et de ses visiteuses qu'Universal, mais qui bénéficie pleinement lui aussi d'une japonisation de ses structures et de ses présentations, comme en témoignent au mieux les événements saisonniers du parc, comme il y a peu celui d'Halloween où Donald et Mickey dansaient en kimono. Bref, sous ces airs de déclinaison du parc américain, Universal Studios Japan est désormais et de plus en plus un parc culturel hybride dont il me semble qu'on comprend mieux, et si on le conçoit comme ça, l'installation de toute une section Super Nintendo World en 2020 et l'ouverture de la zone Donkey Kong dans le parc dès le mois prochain. Comme quoi, les gens, même avec des présentations de la nouvelle zone un peu nulle du créateur de Mario, on peut trouver des choses à dire. Rendez-vous le mois prochain du côté d'Osaka si vous faites partie des plus impatients ou des plus impatientes. Et pour les autres, tant pis pour vous. Moi, c'est Steve. Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Mais il y avait toujours un truc qui m'en empêchait. Dégage! Fous le camp d'ici! Pourtant, l'appel de la mine était trop fort. Alors un jour, je me suis mis à creuser. Et à creuser. Jusqu'à ce que je tombe sur... ça. Un monde merveilleux où tout ce qu'on peut imaginer devient possible. Tant que ce qu'on imagine peut être construit avec des blocs. C'est bien, mon grand. Mais on est où, là? T'es qui, toi, déjà? Arrête la poubelle, Garrison.
Gamer de l'année 89. Mais c'est bon, j'y pense presque plus. Bienvenue à la surface. Tout ce dont vous rêvez, vous pouvez le créer. Ce monde n'a aucun sens. Je te le fais pas dire. Des forces maléfiques veulent détruire ce monde. Si on veut les arrêter, on va devoir créer un truc qui déchire. Allons faire un tour au stockage. C'est quoi ce machin? Une perle de l'Ender. Elle te téléporte là où tu la jettes. Ouais, c'est ça. Non! Et c'était la seule que j'avais. Tant pis. Ah oui, il y a une dernière chose que je dois vous dire. Génial. Maintenant, c'est la nuit. C'est moi ou elle est tombée super vite? Toujours ces yeux qui vous observaient, cette voix qui vous enveloppait dans le sommeil ou la veille, au travail ou à table, au dedans ou en dehors, au bain ou au lit, pas d'évasion, vous ne possédiez rien en dehors de quelques centimètres cubes de votre crâne. Croyez-moi, il faudra peut-être garder en tête cette citation du chapitre 2 de 1984 de George Orwell lorsque vous irez en salle de cinéma, sans doute contraint ou contrainte par votre entourage, pour aller voir Minecraft, le film. Minecraft, le film, un projet littéralement surréaliste d'adaptation en prise de vue réelle de celui qui est devenu le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec plus de 300 millions d'exemplaires et avec près de 170 millions de joueurs et de joueuses actifs et actives mensuels en 2024. Minecraft, le film donc, développé par Young Studio, réalisé par Jared Hess, dont il faut pas trop regarder la filmographie, hein, si l'on veut un tant soit peu garder espoir. Un film qui nous racontera comment 4 marginaux, incarnés par Jason Momoa, par Sebastian Hansen, par Emma Myers et par Daniel Brooks, vont se retrouver après avoir passé un mystérieux portail dans un pays des merveilles cubique qui se nourrit d'imagination. Sauf qu'en arrivant là-bas, ils s'attendaient sans doute pas à tomber sur Steve, incarné par Jack Black, un homme enfermé dans ce monde depuis des décennies. Des décennies, les gens, c'est le temps que ça aura à peu près pris à ce projet Minecraft pour aboutir depuis les premières discussions entre Warner Bros et Marcus Persson, Notch, le créateur du jeu, qu'on a oublié depuis qu'il n'est plus invité nulle part. Faut dire que militer pour la création d'une fête de la fierté hétérosexuelle, parler du féminisme comme d'une maladie mentale, promouvoir à balle le mouvement QAnon et tout un tas d'autres complots aussi péraves les uns que les autres, laissait et laisse pas mal planer l'idée que son cerveau a pris la forme de ces fameux cubes de Minecraft. Bref, une longue production depuis les premières discussions en 2014 entre Marcus Persson et Warner Bros Pictures pour développer le projet, mais après une bonne valse de scénaristes et de réalisateurs sur des années, je vous passe les détails, vous pourrez aller voir sur le Wikipédia du film, c'est finalement avec l'implication de Legendary Entertainment que le projet a été relancé en 2022 avec Jared Selares en réalisateur du film pour partir sur un tournage en début d'année 2024, une post-prod dans sa deuxième moitié et calibrer une petite sortie pour l'année prochaine, d'où les premières images arrivées en septembre dernier avec un premier teaser du film qui avait plus que mitigé les spectateurs et les spectatrices et les médias aussi, par ailleurs le grand média américain The Verge ayant parlé d'images troublantes les gens, une façon très polie de parler d'une DA et des faits absolument dégueulasses, comme vous avez pu vous en rendre compte par ailleurs avec cette nouvelle bande-annonce diffusée cette semaine pour tenter de calmer les ardeurs. Non, il y avait bien que Marcus Persson lui-même pour poster sur X « Ouais, je suis partant, ça a l'air pas mal ». Un cube, je vous dis, un cube. Mais cette nouvelle bande-annonce qui nous montre toujours un film assez moche et méprisant de son public, ça c'est indéniable, cette bande-annonce a le mérite de nous en dévoiler un peu plus de la note d'intention du film, proposer un divertissement bas du front pour streamers du lundi soir, dans un univers très coloré dont la limite serait l'imagination, pour tenter de transmettre le sentiment de constitution d'une utopie du jeu original, dans un monde où quand on veut, on craft et ensuite on peut, parce que Minecraft, les gens, c'est
précisément ça, un jeu sur le travail. Pour celles et ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers ou familières du jeu, tout est résumé dans cette déclaration d'intention de Markus Persson pour son jeu. Minecraft est une expérience dans laquelle le joueur crée sa propre histoire, interagit avec le monde du jeu et décide lui-même de ce qu'il veut faire, puisqu'il s'agit bien dans Minecraft de faire et de jouir du faire, tant tout le jeu célèbre l'exploration, l'expansion, la création, jusque dans ses mécaniques les plus fondamentales. Dans Minecraft, partager ses joies avec d'autres joueurs et d'autres joueuses exige que l'on travaille, un travail librement choisi, mais que l'on travaille dans un monde où exploitation et expansionnisme ne sont pas synonymes de domination, mais bien de développement, dans un monde où les joueurs et les joueuses doivent exercer joyeusement leur maîtrise de la nature pour produire une utopie. Sauf que, comme le soulignait Frederick Jameson dans son ouvrage Archéologie du futur, l'utopie émerge précisément au moment de la suspension du politique, puisque cette apparente liberté de travailler dans Minecraft est à considérer avec son impossibilité parallèle et structurelle de remettre en cause, de remettre en question les conditions mêmes de ce travail. L'utopie de Minecraft n'est pas une perfection en soi, elle est l'effacement de la contingence, l'effacement de l'historicité, de la dialectique des mouvements qui se choquent et s'entrechoquent et ainsi produisent l'histoire. Et ceci est d'autant plus vrai pour Minecraft qu'il y a quelque chose dans le jeu qui relève de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, où le développement conduit inexorablement à un régime capitaliste pleinement mondialisé, en ce que le monde utopique que le jeu nous présente réalisable ne l'est que par la collecte, la construction et l'expansion de ressources déjà présentes au sein du jeu et dont l'exploitation par le travail est toujours justifiée. Et c'est ce travail précisément qui est le liant de la plupart des activités des joueurs et des joueuses dans Minecraft, notamment dans leur travail de transformation du monde du jeu pour toujours plus faciliter l'accumulation de ressources. Et qu'importe les gens, qu'importe que vous soyez parfois attaqué par des ennemis, le jeu représentant la violence physique et culturelle de l'expansion territoriale comme un défi agréable et potentiellement même jouissif, puisqu'après tout, le joueur a le droit d'être dans ce monde où toute violence n'est que l'expression de ce même droit. Et comprenez-moi bien, les gens, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de dire que Minecraft poursuit un agenda politique, que tout a été décidé à dessein par le cerveau cubique de son incapable créateur, ou que le jeu serait même mauvais. Pas du tout. Je le trouve au contraire absolument extraordinaire et sérieusement puissant et fédérateur dans sa capacité à générer de grandes aventures collectives. Mais il faut reconnaître en même temps que ces mécaniques placent fondamentalement les joueurs et les joueuses dans un monde économique qui exige du travail gratuit, du travail répétitif, du travail joyeux, les joueurs et joueuses pouvant constamment être sauvés par le travail, justement. Minecraft présente ainsi, comme le souligne Daniel Dugan dans son article, Minecraft est l'apologétique du néolibéralisme, un capitalisme idéalisé dans lequel le travail n'est jamais aliéné, où la violence de la production et des inégalités est constamment masquée, et peut-être qu'au fond, les gens, si on voulait être volontairement provoquant, ça tombe bien, j'en ai même fait une émission le vendredi matin, il serait sans doute bon ton de se dire que le héros de Minecraft, le véritable héros de Minecraft, ce n'est pas tant le joueur que le creeper, le monstre emblématique du jeu, qui, lorsqu'il vous voit empiéter sur son monde, fonce vers vous et vous explose à la figure. Voilà, les gens, quelques contradictions, quelques mouvements, quelques points d'attache, quelques pistes de réflexion même, sur lesquelles le film Minecraft aurait pu bâtir quelque chose qui, sans avoir besoin d'être la version en prise de vue réelle du manifeste du Parti communiste, aurait au moins pu proposer autre chose qu'une lecture gamine et laide du jeu original. Minecraft, les gens, ce sera le 2 avril 2025 dans les salles françaises. La date est pas passée loin, hein. Et écoutez, si le cœur vous en dit, vous pouvez y aller, seul ou en famille. Je crois personnellement que je passerai mon tour. Et n'oubliez pas, les gens, n'oubliez pas, vous ne possédez rien en dehors de quelques centimètres cubes dans votre crâne, comme Markus Persson, du coup. Il est 18h44 au Japon, il est 10h44 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après sur toutes les bonnes plateformes de podcast et en VOD sur YouTube. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine. On se retrouvera juste après pour parler de ce fameux examen moral en Ouzbékistan dont devront désormais souffrir une fois et largement coutume malheureusement de tous les médias et toutes les œuvres culturelles du pays. Ce sera l'occasion de revenir sur la large tendance de fond qui préside à tout ça et ça fera pas trop rire. On utilisera également nos bots Jetpack pour s'envoler direction les gratte-ciel de Neo Gotham pour parler de Batman Beyond Year One, un tout nouveau court-métrage dans l'univers de Batman qui pose une nouvelle fois la question complexe des fan-films en 2024 et on parlera également de What If, la série d'animation multiversielle de chez Marvel qui s'est dévoilée dans une toute première bande-annonce de sa saison 3 la semaine dernière et ça a l'air un peu tout pareil que d'habitude, hein, et il me semble qu'il y a une justification
justification à trouver à ça du côté du mode de production. Vous me suivrez là-dessus ou ne me suivrez pas. Bref, on aura largement de quoi faire cette semaine aussi, mais je vous propose qu'on voit tout ça après la pause musicale de cette semaine, les gens. Bonne écoute. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Si vous appréciez mon travail, vous le savez, vous pouvez soutenir l'émission financièrement par ma page Patreon ou en vous abonnant à la chaîne Twitch en direct ou via votre abonnement Amazon Prime, chaque don étant réinvesti dans l'émission. Vous pouvez également soutenir Soft Power en partageant l'émission autour de vous, en laissant des commentaires, des pouces bleus, des évaluations sur toutes les VOD et sur tous les podcasts. Chaque semaine, vous pouvez même en parler sur Blue Sky. Désormais, c'est fou. Je profite de ce moment pour vous rappeler que si vous ne l'avez pas encore écouté, il y a la discussion qu'on a eue avec le camarade Archeo Toys sur le lien entre jouets et politique qui est disponible en VOD et en podcast un peu partout. Et vendredi de la semaine prochaine, le 29, vous aurez une discussion autour des luttes dans le cinéma en France. Je vous en reparle tout à l'heure pour plus de détails. De midi à 14h vendredi prochain, normalement. Et le soir, vous aurez aussi la VOD et le podcast de la discussion menée avec les camarades, cette fois-ci de l'association Les Intervalles, autour des luttes menées dans le monde de l'animation. On charbonne. Bref, tous les liens du Patreon, du YouTube, du Spotify, du Apple Podcast, du Deezer, du Discord, de l'émission et même de mon compte Blue Sky en description, les gens. Vous venez d'entendre Songetsu Ryu no Koukesha, issu de la bande originale de Yu-Gi-Oh! Go Rush. C'est bien la première fois que je diffuse un extrait d'un animé Yu-Gi-Oh! Dans Soft Power, il me semble. Yu-Gi-Oh! Go Rush, série d'animation japonaise du studio Bridge, toujours en cours de diffusion par ailleurs, dont la bande originale a été confiée à plusieurs mains, dont celle de Tomoyuki Kono, dont vous venez d'entendre l'une des compositions. Tomoyuki Kono, dont vous avez peut-être déjà entendu le travail, notamment sur Romantic Killer chez Netflix, mais aussi sur Girls Frontline, sur Mysteria Friends, et désormais sur la bande originale de ce Yu-Gi-Oh! Go Rush. Tomoyuki Kono, dont je vous invite à découvrir le travail et dont vous venez d'entendre Songetsu Ryu no Koukesha, titre de la semaine sur Soft Power. Commençons. Prête pour une grande aventure ? Toujours. Pour comprendre, vous devez changer votre regard. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Place au spectacle. C'est parti. Tu sais piloter cet engin? Je suis un volatile, je suis né pour voler. Ceinture. Pousse-toi! Si nous sommes vaincus, le monde sera sans défense. C'est peut-être notre seule chance. On n'a vraiment pas le choix. Finissons-en. Ok, on peut y aller. Avengers, rassemblement.
Et c'est ainsi que votre histoire s'achève. Face à certains mystères, la seule réponse qui vaille, c'est... Et si... Et si, avec des si, on ne refaisait pas le monde, mais on en refaisait en réalité des centaines? Ça, c'est un peu le point de départ de What If, la désormais célèbre anthologie animée créée par Ashley Bradley, l'une des scénaristes de la brillante série Arrow, qui devrait par ailleurs s'occuper de l'écriture de la future adaptation du jeu vidéo Just Dance. J'aime rappeler que c'est bien dans notre univers que ça va arriver, ça. Just Dance, les gens. What If, donc, première série animée Marvel Studios, première série produite par Marvel Studios Animation, et série qui s'attelle notamment à explorer des chronologies alternatives aux personnages du Marvel Cinematic Universe dans le multivers. Chronologies alternatives qui naissent de légers twists dans la timeline principale. Que se passerait-il si Thor était enfant unique? Que se passerait-il si Ultron avait gagné? Que se passerait-il si Nebula rejoignait la Nova Corps? Que se passerait-il si avait été un bon film? Au moins sur ce dernier pitch, vous pouvez facilement faire 34 super épisodes. Il y a combien de productions Marvel pas folles déjà? Bah je sais pas. La gloire de mon père, c'en est une. Et si les vannes étaient meilleures dans Soft Power, qu'est-ce que ce serait aussi, les gens? C'est ça, le multivers. Si vous l'avez capté, bravo à vous. Et c'est peu de dire que le succès fut au rendez-vous pour ce What If Made in Marvel, permettant même à la série de topper le Critic Choice Television Award de la meilleure série d'animation en 2022. Rien que ça, et permettant surtout à celle-ci de s'épanouir sur plusieurs saisons, puisque les images que vous venez de voir ou d'entendre, si vous suivez l'émission en podcast, ce sont celles de la 3e et dernière saison. 3e saison, toujours produite par Marvel Studios Animation, mais avec Matthew Chauncey au scénario et Brian Andrews à la réalisation. Brian Andrews qui avait notamment été storyboard artiste sur 2 millions de productions Marvel, et il sera encore là donc pour une 3e saison de What If qui s'intégrera dans la phase 5 du Marvel Cinematic Universe pour celles et ceux qui ont encore l'héroïsme de suivre, et qui devrait nous présenter pour cette 3e et ultime saison des épisodes tournant autour du Gardien Rouge, de Bucky et de Bill Foster, de Shang-Chi et de Kate Bishop, d'Agatha Harkness, et j'en passe une énorme poignée. Et un épisode aussi qui devrait largement tourner autour du tout mecha, avec des grands robots qui viennent taper des armées de méga Hulk. Ça, c'est suffisamment régressif pour que je sois un petit peu convaincu d'aller y jeter un œil, je l'avoue, même si j'en ai un petit peu ma claque du multivers, et je sais que je suis pas vraiment le seul, comme en témoignent les chiffres et les retours sur les réseaux. Il faut dire que depuis la première saison de Loki en juin 2021, il ne s'est pas passé un trimestre sans qu'un film ou qu'une série vienne s'imbriquer dans la bien nommée saga du multivers, qui avait la lourde tâche de succéder à la saga de l'infini, qui s'était clôturée par les absurdes succès commerciaux qu'avaient été Avengers Infinity Wars et Avengers Endgame, mais qui avait clôturé aussi avec elle des arcs scénaristiques de certains des personnages les plus centraux de ces plus de 10 dernières années intenses de production audiovisuelle Marvel. Mais il n'y avait sans doute pas de candidat plus parfait que le multivers pour prendre la relève. Faut dire que celui-ci cochait et coche encore toutes les cases des lois du marché. Nouvelle ligne marketing pour des années de nouvelles productions, bien sûr, mais surtout cadre absolument parfait pour une très à la mode pleine exploitation transmédiatique des franchises Marvel sur tous les supports possibles. A fortiori qu'au moment de l'annonce d'une saga multiversielle, les Marvel Studios venaient d'atteindre le plus haut niveau possible de conditions juridiques avantageuses pour la possession la plus large possible de franchises et de marques super-héroïques, quelques mois après l'acquisition de la gigantesque 21st Century Fox, permettant aux géants aux oreilles rondes de retoper au passage les droits de nombreux personnages Marvel incontournables, vous savez, les X-Men et les 4 Fantastiques en tête. Sauf que depuis, tout s'est pas tout à fait passé comme prévu. Vous le savez, peu de films de cette nouvelle saga ont pu se targuer, et à raison, d'être des succès commerciaux et critiques. Faut dire que la profusion d'œuvres plutôt médiocres, et spécialement embrouillées si on n'a pas un grand tableau en liège chez soi, n'a pas aidé à maintenir chez beaucoup l'attrait pour les grandes aventures multiversielles qu'on nous vendait et qu'on nous vend encore à chaque événement marvelesque. A fortiori qu'il me semble important de relever un point dont on ne parle encore que trop peu, il me semble, lorsque l'on parle de multiverse chez Marvel, et c'est tout à fait le cas de cette série What If. Tous ces univers parallèles se ressemblent les uns les autres, alors que ces récits devraient offrir
Sur le papier, des possibilités infinies où coexistent des chronologies et des dimensions réellement alternatives, le multivers chez Marvel n'est qu'un ensemble de témoins de la persistance du mode de production capitaliste. Parce que oui, à l'instar de ce dernier qui favorise une homogénéisation de la diversité culturelle et des produits sous couvert de variété superficielle, le multivers de chez Marvel sont constamment imprégnés des mêmes idéologies, des mêmes cadres structuraux. Même quand Doctor Strange et America Chavez se baladent dans un univers parallèle dans Doctor Strange Multiverse of Madness, un monde affreusement gris avec ses embouteillages de bagnoles et ses buildings tous clacos par ailleurs. Ça valait le coup de faire 2-3 trous de verre et demi pour en arriver là. Il suffit juste d'aller au taf. Bref, même quand Doctor Strange et America Chavez se baladent dans cet univers parallèle qui en plus est essentiel à l'intrigue, c'est pour se raconter au détour d'une conversation qu'il existerait peut-être dans le lore Marvel des univers où l'on ne paie pas pour la nourriture, mais pas dans celui-ci, et pas dans ceux où les personnages se baladent et se baladeront par ailleurs. Non, ici, on paie pour survivre, et si on vole des hot dogs comme America le fait dans le film, gare aux sanctions légales, nous dit-on. Parce qu'au fond, dans les dimensions parallèles Marvel, on est toujours témoin de structures tristement familières comme la domination des entreprises, les économies de marché et les disparités de richesse, comme un écho de Marvel au livre de Mark Fisher de 2009, Le réalisme capitaliste. N'y a-t-il pas d'alternative, où ce fameux réalisme capitaliste couvrait précisément, je cite, que le capitalisme est non seulement le seul système politique et économiquement viable, mais aussi qu'il est même impossible d'imaginer une alternative cohérente à celui-ci, d'où cette phrase qui pour Fisher saisissait l'essence de sa proposition, phrase que vous connaissez et qui a été attribuée à la Terre entière. Il est plus facile d'imaginer une fin du monde que celle du capitalisme, le réalisme capitaliste étant à ce titre pour Fisher une atmosphère généralisée qui affecte les domaines de la production culturelle, de l'activité politico-économique, de la pensée générale, le capitalisme lui-même se présentant alors dans cet univers comme dans les autres qui lui seraient parallèles, non pas comme un système parfait, mais comme le seul pouvant fonctionner en adéquation avec la nature humaine et les lois régissant l'économie. Sauf que tout ça, les gens, c'est hautement discutable pour rester poli. D'abord parce que Fisher aurait eu bon ton de lire et de citer Marx qui 170 ans plus tôt soulignait déjà dans l'idéologie allemande avec son camarade Engels que, je le cite, des idées de la classe dirigeante sont à chaque époque les idées dominantes, c'est-à-dire que la classe qui est la force matérielle dominante de la société est en même temps sa force intellectuelle dominante. C'est sans doute moins sexy que il est plus facile d'imaginer la fin du monde que le capitalisme, mais c'est la même chose et c'est beaucoup plus précis. Mais ensuite, et surtout, si tout ça est aussi à côté, c'est qu'il est en réalité assez facile d'imaginer la fin du capitalisme, si tant est qu'on sorte de cette évaluation impressionniste et anhistorique des mouvements sociaux et changements dans les forces productives qui historiquement ont montré et montrent encore que les sociétés sont en transformation perpétuelle, puisqu'en parlant de réalisme capitaliste, les gens, en imaginant plus facilement la fin du monde, en pavant les univers parallèles du multivers de paradigmes, tous plus identiques les uns que les autres, on naturalise les rapports sociaux de production actuels et on participe de la production idéologique de ceux pour qui les rapports de force sont déjà favorables. Et c'est pour ça que j'ai du mal à voir autre chose dans ces what if que des potentiels gâchés, même si on est d'accord, c'est pas du tout de Marvel qu'on attendra le moindre bout d'émancipation, bien au contraire, la preuve. Mais qu'en voulez-vous, suis-je ainsi fait, les gens? Alors, en attendant la saison 3 de What If qui débarquera dès le 22 décembre sur Disney+, je continuerai de me poser des questions en boucle, des et si, puisque après tout, les gens, avec des si, on coupe des rois. You can't see them, but they're always there. Censorship and media freedom in Uzbekistan. That was the title of Human Rights Watch's new report on Uzbekistan, which came out earlier this week. We want to talk to its author, Steve Swerdlow, who happens to be in Tashkent right now, and he's... Les gens, voici une petite activité pour commencer cette actualité. Prenez votre planisphère des pays visités dans Soft Power, piochez dans votre set de punaises et placez-en une sur l'Ouzbékistan et placez-la fort, puisque la semaine dernière, on a appris par le biais d'un rapport de l'agence de presse Kabar, porte-voix du ministère ouzbek des Communications, que les autorités du pays procéderaient désormais à un examen moral des médias et des œuvres culturelles afin de, je cite l'agence, empêcher la diffusion de contenus médiatiques nuisant à l'éducation des jeunes et à leur mentalité nationale. Essayez pas de passer l'émission en 2160p, c'est bien le rapport qui est flou. Et c'est pas fini, les gens, puisque celui-ci demande également d'analyser la conformité des contenus visés et leur niveau de compatibilité avec les valeurs de l'Ouzbékistan.
Je viens de voir le mot arbitraire quitter le Larousse en pleurant. Je ne sais plus quoi faire, les gens. Bref, une analyse en conformité qui touchera tous les pans de la création, des programmes télévisés aux réseaux sociaux, en passant par les émissions radio, les séries télévisées, les films, les chansons, les clips et j'en passe. Une censure particulièrement marquée, vous en conviendrez, et qui pourrait surprendre si elle ne témoignait pas d'une tendance loin d'être sourde en Ouzbékistan, une tendance au renforcement ces dernières années de l'autoritarisme du pays. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers ou familières aux actualités qui ont touché le pays ces dernières décennies, le point de départ, le point de départ, c'est l'arrivée au pouvoir en septembre 2016 de Shavkat Mirziyoyev après la mort d'Islam Karimov, l'ancien dirigeant du pays qu'il avait dirigé pendant 27 ans après avoir gagné la première élection présidentielle, ou plutôt le premier grand simulacre d'élection présidentielle du pays depuis la chute de l'URSS. Arrivé au pouvoir de Mirziyoyev qui avait pu faire passer un temps l'idée d'une libéralisation du pays, autant sur le plan national qu'international, histoire de faire oublier autant que faire se peut le pitoyable bilan de l'Ouzbékistan en matière de droits de l'homme. Et on aurait presque pu y croire, les gens. On aurait presque pu y croire avec la libération de prisonniers politiques, avec le retrait de milliers de citoyens des listes noires des services de sécurité locale, ou encore avec la fin officielle, déclarée en tout cas, de la mobilisation forcée des enseignants, des médecins et autres étudiants pour aller travailler dans les champs de coton, puisque, faut-il le rappeler encore, chaque automne, c'est plusieurs centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses, dont des enfants, qui étaient réquisitionnés souvent de force pour le travail dans les champs, bloquant systématiquement à cette période les possibilités de leçons scolaires pour les enfants, la célébration de mariage, etc. Entre autres, pour des conditions de travail abominables et bien souvent tristement délétères. Il aura fallu d'ailleurs attendre un rapport de 2022, les gens, 2022 de l'Organisation internationale du travail pour confirmer la fin de la pratique dans ce 6e producteur de coton du monde qu'est l'Ouzbékistan et permettre ainsi les levées de boycott international. Bref, une patte montrée d'autant plus blanche que le coton que Shavkat Mirziyoyev avait rapidement mis hors service des personnalités historiques des précédentes gouvernances, à commencer par Rustam Inoyatov, dont le mandat de 22 ans à la tête du service de sécurité nationale avait été plus que marqué par des allégations répétées d'actes de torture et de maltraitance continue des détenus et des prisonniers. Oui, sauf que vous vous en doutez bien, puisque je vous en parle, si des réformes ont été annoncées pour ouvrir le pays, celles-ci se sont rapidement accompagnées de nouvelles formes de contrôle, parfois plus subtiles, il est vrai, mais toujours pleinement héritées d'un régime autoritaire historique pour établir un régime toujours autoritaire. Que ce soit les déclarations de 17 médias majeurs à l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, qui ont souligné que la censure et la peur de la répression des services de sécurité étaient toujours centrales dans la manière dont ils menaient leur travail, qu'ils étaient davantage libres de traiter certains sujets, il est vrai, à condition que ceci ait bien sûr déjà fait l'objet de commentaires publics du nouveau président, dans un cadre où les autorités continuent de restreindre aujourd'hui plus que jamais l'activité des médias par l'intermédiaire d'organismes officiels qui délivrent toujours des autorisations d'exercer aux médias et régulent l'activité journalistique, comme l'Agence ouzbek de l'impression et de l'information et l'Association nationale de médias électroniques, dans un cadre où un article peut se retrouver mystérieusement amendé du jour au lendemain avant sa mise en ligne, comme cet article de Podrombo avec Human Rights Watch, justement, sur son travail en Ouzbékistan, dont il a été retenu finalement que les remarques positives faites par l'organisation aux quelques changements positifs du pays depuis 2016. Le reste, boum, poubelle, disparu, on ne sait pas où. Et ça, sans parler des poursuites contre les journalistes et les détracteurs du gouvernement qui se sont pas tout à fait arrêtés en 2016 et qui, bien au contraire, empirent d'année en année, à tel point que le pays, les gens, qui était 133e en 2022 sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse, c'était déjà pas fou, s'est retrouvé rétrogradé à la 137e place en 2023 pour carrément taper la 148e position en 2024. Bon, faut voir le côté positif, il y a un moment où on ne peut plus descendre, mais pour parler des secteurs plus directement culturels, dans ce qui nous intéresse dans Soft Power, on pourrait parler aussi des commissions artistiques qui exercent une influence croissante en dictant les normes esthétiques et morales des œuvres artistiques. Je pourrais aussi vous dire que depuis le 1er juillet 2017, les chanteurs ouzbeks doivent obtenir l'autorisation de l'État pour publier leurs clips musicaux sur YouTube, tandis que les artistes doivent obtenir une licence pour pouvoir apparaître à la télévision, à la radio ou même à des célébrations de mariage. Qu'en 2018, il a
a été interdit aux chanteurs ouzbeks d'avoir des tatouages, d'exhiber des voitures de luxe ou de chanter dans des chambres à coucher dans leurs clips, que le pays établit régulièrement des listes de films étrangers dont l'importation et la distribution dans le pays sont interdites, notamment lorsque ceux-ci traitent de près ou de loin, ou même de très très loin, l'homosexualité, que des spectacles de théâtre sont régulièrement interdits ou modifiés pour éviter des thèmes jugés provoquants, que des œuvres d'art ont régulièrement été détruites parce que leurs créateurs ou créatrices avaient pu être un petit peu trop critiques du pouvoir, et ça sans parler de l'autocensure, évidemment, pratiquée par bon nombre d'artistes et de créateurs pour éviter simplement les répercussions, une autocensure amplifiée par des organismes comme Uzbek Concert qui dictent ce qui peut être diffusé et comment ce peut l'être. Et ne prenez même pas le risque de glisser un petit tweet là comme ça sur le président en place, d'abord parce que les réseaux sociaux sont évidemment suivis et le sont de plus en plus, et ensuite parce que depuis 2021, le code pénal ouzbek a été modifié pour que l'insulte au président soit désormais un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, certainement dans de super conditions en plus, on n'en doute pas. Et tous ces réflexes autoritaires, les gens se sont d'autant plus renforcés ces dernières années que le pays est traversé, malgré son intense répression, de lutte et de contestation, comme en témoignent les importantes manifestations de 2022 face au projet de révision constitutionnelle ouzbek prévoyant de retirer l'autonomie de Karakalpakstan. Protestations qui ont conduit le gouvernement à intensifier les mesures répressives pour éviter toute nouvelle rébellion, mais aussi les protestations en ligne, cette fois-ci dans les communautés étudiantes en pleine pandémie, ou encore celles qui ont suivi la réforme constitutionnelle de l'année dernière. Attention les gens, mettez-vous un petit coussin sur la tête avant d'aller l'encastrer dans le mur. Réforme constitutionnelle, ça va vous donner des idées. Réforme constitutionnelle de l'année dernière, permettant le passage du quinquennat au septennat, mais surtout la remise à zéro des 2 mandats présidentiels. Remise à zéro qui, très concrètement, permet désormais à Shavkat Mirziyoyev d'être là jusqu'en 2040. C'est cadeau. Réforme constitutionnelle, les gens par ailleurs approuvée par 90,21% des électeurs et des électrices. Waouh, c'est à se demander pourquoi les gens protestent. Étonnant ces chiffres. Oui, je suis étonné. Vous le voyez? Regardez. Bref, ce fameux examen moral, les gens dont je vous parlais en introduction, n'est que la pleine continuité autoritaire d'un régime qui l'a toujours été et l'est toujours pleinement. Et il en faudra des gens, il en faudra des luttes nationales et internationales pour y faire basculer les rapports de force. Quelque chose me dit que ça va être coton. You're not going in? Don't know anyone here. You know someone there? Néo Gotham 2050. Barbara Gordon s'installe à sa table, les néons bleutés et roses de la ville se reflétant sur la surface métallique. La pluie tape sur les vitres. Un whisky ambré dans un verre, une odeur fumée emplissant l'air. Barbara allume son cigare électronique connecté, la fine vapeur se mêlant à la lueur des tristes écrans holographiques autour d'elle. Puis, elle se met à griffonner quelques lignes, l'esprit tourmenté par les événements récents et l'élection du Joker, 78 ans, à la présidence. Cher Bruce, j'aurais jamais pensé me retrouver à écrire cette lettre. Néo Gotham a toujours été un terrain de jeu pour les ombres, mais ce nouveau chevalier noir, il est différent. Barbara aspire une bouffée de son cigare, les yeux perdus dans les volutes de vapeur. On l'appelle Batman, mais il ne ressemble à rien à ce que tu étais, ou même à ce que Terry représente. Il rôde dans les rues, mais pas pour protéger les opprimés. Non, il travaille avec les factions de Bahreïn, tout en se servant des fonds qu'il amasse. Qui est-il? La question tourne en boucle dans son esprit. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Cet imposteur, il se fait passer pour Batman. Pour toi, non pas par noblesse ou par devoir, mais par cupidité et désespoir. Utiliser le symbole du justicier pour remplir ses poches, pour naviguer dans cette jungle urbaine où seuls les plus rusés parfois et les plus idiots souvent survivent. Barbara claque son verre sur la table. Néo Gotham ne mérite pas cela. Bruce, si seulement tu étais là pour voir ce qu'elle est devenue et pour m'aider à démasquer cet imposteur et ramener un peu de lumière dans cette ville déchirée. Aussitôt ces mots prononcés, le visage de Barbara s'illumine. Le puzzle s'assemble, limé par la clarté apportée d'un scotch whisky 150 ans d'âge. Bruce,
il y avait cette rumeur. Un ancien politicien rejeté des clans des Francs et des Catalans, après qu'il a demandé aux pingouins de lui mettre quelques blancs, quelques whites, quelques blancos dans les rues de Néo-Gotham. Manuel, oui, c'est ça, c'est lui. Ça peut être que lui. Tout s'explique maintenant. Il a toujours eu soif de pouvoir et d'argent. Maintenant, il se drape du costume de Batman pour tenter de se redonner une légitimité. Bruce, il faut agir. Peu importe qui porte le masque, la justice doit prévaloir. Il est temps de le lui expliquer, sans l'excuser. Cette ambiance, les gens, cet air de polar noir des années 2050, c'est un peu le frisson du futur qu'on pouvait ressentir à l'époque que les moins de ce chat ne peuvent pas connaître lorsqu'on tombait sur quelques épisodes de la culte série Batman la relève, Batman Beyond en version originale, cette série d'animation créée par Bruce Timm, par Paul Dini et par Alan Burnett et diffusée à la fin des années 90 dans l'émission Décode pas Bunny sur Canal+. Ça nous rajeunit pas les gens, clairement ça nous rajeunit pas. Batman Beyond, Batman la relève, Batman 2000 aussi, dont l'action campait dans un Gotham futuriste où l'on suivait les aventures de Terry McGinnis, un jeune adolescent qui, sous la tutelle d'un Bruce Wayne vieillissant, décidément allait incarner à son tour le Chevalier Noir. Et c'est parce que cette série a eu son petit succès à l'époque, les gens, et elle est devenue culte avec le temps elle s'est doucement mais sûrement déclinée en livres, en jouets, en bande dessinée, bien sûr, mais aussi en projet de film pour le cinéma aux mains de Boaz Yakin qui souhaitait au début des années 2000 confier le rôle de Bruce Wayne à Clint Eastwood pour un film sombre, nihiliste, ce à quoi les studios lui avaient répondu à l'époque en mode Joker. Non. Le projet a alors été mis sous un tapis bien lourd jusqu'en 2019 où des rumeurs parlaient d'un film d'animation, Batman Beyond, qui pourrait par ailleurs être encore en développement à l'heure où je vous en parle, et d'un film en prise de vue réelle, possiblement avec Michael Keaton, jusqu'à ce que l'échec fou de l'ignoble The Flash d'Andy Muschietti, sorti l'année dernière, refroidisse toute envie du studio de s'engager dans un tel projet. Sauf que ça, les gens, c'était sans compter sur les fans. Fin 2023, une nouvelle page s'ouvre sur le site de financement participatif Indiegogo avec pour objectif de récolter $2500 minimum pour pouvoir réaliser la post-production d'un court-métrage Batman Beyond Year One, un court-métrage où l'on suivra l'une des premières confrontations d'un nouveau jeune Batman avec l'organisation criminelle connue sous le nom de Royal Flush Gang. Batman Beyond Year One, un court-métrage réalisé par Michael Yu, artiste VFX ayant déjà travaillé sur le chouette fan-film Kid Flash Running West dont je vous mettrai aussi le lien en description. Michael Yu qui s'est retrouvé épaulé de toute une équipe documentée sur le Indiegogo dont je vous mets le lien en description également, et d'un casting notamment porté par Ryan Potter qui s'était déjà illustré dans le rôle de Beast Boy dans la série Titan avec un look dégueulasse. C'est sûr que le costume de Batman c'est autre chose. Ryan Potter devait être bien content quand on lui a dit tu es un chevalier Ryan, c'est sûr, c'est la classe. Oui, c'est vrai, on fait des blagues transmédia et transfranchises aujourd'hui dans Soft Power, et cet Indiegogo a plutôt pris puisqu'il a rapporté quasiment $4500, une semi-réussite dans le sens où si le projet de post-production a bien été financé, le deuxième palier qui lui était à $5000 n'a pas été atteint, mais qu'importe les gens, puisque tout ceci a permis de mener une post-production pour le court-métrage qui avait été tourné en avril de l'année dernière et qui est sorti dimanche dernier. Lien en description. Un petit court-métrage d'une grosse dizaine de minutes à l'ambiance bien cyber rétro-punk avec ses gros néons et ses combats dans le noir parce que c'est Batman, mais surtout parce que c'est Batman sans thune, le Bruce Wayne. Et si je vous en parle aujourd'hui, au-delà du fait que le court-métrage vient de sortir, qu'il est cool et qu'il serait presque une parfaite preuve de concept pour de futurs projets plus ambitieux, après tout ce serait pas la première fois qu'un fan-film se fait récupérer vitesse V par des majors, si je vous en parle, c'est pour la petite phrase présente dans la description de la vidéo, je la cite: Batman Beyond Year One est un court-métrage là pour témoigner de la faisabilité du projet, un court-métrage à but non lucratif et non affilié à DC Comics ou à Warner Bros. Discovery. Et si tout ceci peut vous sembler bien normal pour un fan-film, c'est que vous êtes peut-être passé à côté de l'affaire Axanar qui a eu lieu il y a quelques années. En décembre 2015, CBS et Paramount Pictures avaient conjointement publiquement annoncé intenter une action en justice pour atteinte à leurs droits d'auteur auprès d'un tribunal californien. Dans leur viseur stellaire, Star Trek Axanar, un fan-film d'1h30 pour lequel Alec Peters, à l'initiative du projet et derrière son histoire, avait réussi à lever plus de $630 000 sur Kickstarter suite à la diffusion de son
Prélude to Axanar, un court-métrage diffusé en 2014, lui-même financé à hauteur de $100 000 sur Kickstarter, qui portait en lui-même la double casquette vulcaine de vendre aussi le plus gros projet Axanar auprès des fans. Axanar qui aura levé au total par différents moyens plus d'$1 million. Pas mal, sauf que tout ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, alléguant qu'Axanar violait toute une batterie de leurs droits, des décors aux personnages en passant par l'utilisation de la langue Klingon. CBS et Paramount se sont chauffés à passer à la vitesse supraluminique. Avant même la tenue du procès, les deux ogres de l'audiovisuel publiaient courant 2016 de nouvelles directives draconiennes sur les films de fans, les fan-films, et excusez du peu les gens. Préparez-vous, impossibilité de faire des histoires de plus de 15 minutes, limitation de toute collecte de fonds à $50 000, interdiction de l'utilisation du nom Star Trek dans le titre, exigence d'afficher en sous-titre que le film est une œuvre de fan-fiction, interdiction d'utiliser le moindre contenu des précédentes productions officielles Star Trek et le coup de grâce, restriction du contenu pour éviter les blasphèmes, la nudité, l'obscénité ou tout autre contenu que CBS et Paramount trouveraient répréhensible. Une tournure volontairement flou, vous l'imaginez bien, pour placer le moindre fan-film sous le plein contrôle des ayants droit de Star Trek au sens le plus large possible. Bref, des restrictions plus que sévères qui ont amené Alec Peters, qui avait déjà échoué à plusieurs reprises de débouter CBS et Paramount, à chercher à régler l'affaire à l'amiable et en amont pour montrer patte blanche, d'apporter des changements substantiels à Axanar pour se conformer à ces nouvelles directives de films de fans. Adieu le film de 90 minutes, bonjour les deux courts de 15 minutes. Un règlement à l'amiable qui a été accepté et qui aura duré une journée, puisqu'en mai 2022, CBS et Paramount ont engagé une nouvelle procédure d'arbitrage en prétextant que dès le premier jour 1, Alec Peters avait outrepassé leur accord original en continuant de lever des fonds, en continuant de recevoir un salaire et en continuant d'utiliser la marque Star Trek jusqu'à en proposer des produits dérivés. En même temps, Alec t'a un petit peu forcé, c'est vrai, un petit peu peut-être. Résultat, en septembre de l'année dernière, la sentence est finalement rendue et Alec Peters est condamné à plus de $292 000 de frais à payer. Quant à Axanar, toujours aucune nouvelle à l'horizon, même lointain. Mais ce qui est intéressant avec cette affaire Axanar, les gens, précisément, c'est qu'elle révèle à elle seule tout l'état du fan-film aujourd'hui en 2024 dans le domaine déjà complexe, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans l'émission, qu'est celui du droit d'auteur et de ces exceptions dans lesquelles les communautés de fans essaient de s'inscrire. Aux États-Unis, vous le savez, le fait de copier, d'arranger, de diffuser des arrangements d'une œuvre protégée, même à titre gratuit, constitue une atteinte au droit d'auteur, et c'est notamment le fameux fair use, l'usage loyal, qui va dans ce domaine venir apporter une importante limite à ces droits d'auteur. Usage loyal d'une œuvre ou d'une licence qui doit tenir compte de tout un tas de paramètres souvent très flous, comme l'objectif et la nature de l'usage, la nature de l'œuvre protégée, mais aussi des conséquences de cet usage sur le marché potentiel. C'est vous dire l'arbitraire de la chose et quel point la connaissance de la jurisprudence va être très utile dans ce type d'affaires. Et en France, c'est le code de la propriété intellectuelle qui vient incriminer la contrefaçon, un délit constitué par le fait de représenter par tout moyen une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. Je m'étale pas, je vous conseille une vieille vidéo de la chaîne Lex Tutor sur le sujet, super chaîne, pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Règles françaises qui vont connaître en exception, non pas le fair use, cette fois-ci, ça n'existe pas ça en France, mais la reconnaissance des œuvres parodiques, des pastiches, de la caricature, des œuvres critiques. Et vous comprenez bien qu'aux États-Unis, comme en France, tout l'enjeu, les gens, pour les communautés de fans, est de se placer dans ces interstices du droit d'auteur, dans cette liminalité, en croisant les doigts d'autant plus fort qu'en pratique, de fait, historiquement, la réalisation de ces fictions de fans dépend de la réaction ou non des auteurs de l'œuvre protégée ou des ayants droit, souvent a posteriori, avec tout le gradient que ça implique, allant de Stephenie Meyer, qui encourage la réalisation de fictions dérivées de ses œuvres tant que l'œuvre n'a pas de but lucratif, à Robin Hobb qui refuse toute continuité ou retouche de son travail, en passant par l'infâme J.K. Rowling qui accepte les fictions de fans tant qu'elles respectent la continuité de sa saga et qu'elles s'adressent à un jeune public. Et on pourrait parler de la société Moulinsart pour Tintin, mais je dois faire attention à ma tension, alors ce sera pour une autre fois. 1000 millions de sabordages de fans, et cette situation des fan-films est d'autant plus arbitraire en 2024 que ces fictions de fans n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Si longtemps, et il y a quelques exceptions près, on se souvient d'Anne Rice qui collait une cible pour tirer à vue sur tous les fans producteurs
producteurs et productrices de contenu, les projets de fans non commerciaux ont largement été tolérés. L'avènement des outils numériques et notamment du financement participatif ont depuis bien rebattu les cartes, donnant à bon nombre d'œuvres, sur une échelle allant du petit film tourné en caméra DV dans le jardin de papa à Axanar, une présomption de commercialité. C'est de ça dont on parle les gens, une présomption de but lucratif qui a tendu les relations entre les ayants droit et les communautés de fans, d'où les restrictions très rapidement apportées par les ayants droit au projet Harry Potter and the 10 Years Later, à My Little Pony Friendship is Magic d'Herpy Hooves, Hasbro intervenant alors même qu'une grande partie des productions de fans pour l'œuvre n'avaient pas de vocation commerciale, à Voldemort Origin of the Hair et à ce Star Trek Axanar dont on pourrait, malgré les doutes légitimes autour d'Alec Peters, largement discuter de sa vocation lucrative, parce qu'au fond, les gens, le débat a glissé dans cette affaire Axanar, et pour s'en rendre compte, il suffit de lire les conclusions du juge Klausner ayant travaillé sur l'affaire. Il ne s'agit plus alors d'envisager tant la réalisation d'un profit purement financier que celle d'un profit plus général, plus flou que jamais. Je cite les conclusions, les gens, et j'éclaircis tout ça juste après. Bien qu'il ne soit pas certain que les défendeurs puissent tirer un profit des œuvres d'Axanar, la réalisation d'un profit n'est pas pertinente pour cette analyse. Ah bon ? Ok, d'accord. La Cour peut facilement en déduire qu'en collectant $1 million pour produire les œuvres d'Axanar et en les diffusant sur YouTube.com, le matériel prétendument contrefait agit comme un attrait pour les clients pour regarder les films des défendeurs. Autrement dit, les gens, et c'est là toute la perfidie de l'affaire Axanar, il ne s'agit plus tant d'observer un profit financier réalisé au potentiel, réalisé ou potentiel que le simple fait d'attirer avec des gros chiffres de financement participatif vers une œuvre de fan qui en soi est déjà un profit potentiel, un profit pour renforcer la réputation, les créateurs pouvant ainsi accroître leur notoriété et leur réputation dans la communauté de fans et au-delà et leur ouvrir des portes, peut-être, pourquoi pas, des opportunités professionnelles futures ou des projets financés par des studios, un profit pour monétiser indirectement puisqu'un large public peut attirer des sponsors, des offres de partenariat, des propositions pour des projets commerciaux futurs, un profit pour de l'engagement communautaire, très utile pour mobiliser là aussi des soutiens pour de futurs projets ou pour mener des campagnes de financement participatif avec plus de succès, et un profit de développement personnel et professionnel, permettant aux créateurs de développer leurs propres compétences, le projet leur étant bénéfique aussi en termes de carrière individuelle. Et c'est précisément, les gens, cet angle d'un flou absolu qui va être suivi dans cette affaire Axanar, le juge Klausner soulignant que le film Star Trek Axanar, de par sa nature de blockbuster, de fan-film à la commercialité présumée, empiète de fait sur les marchés dérivés de jouets, de livres, de jeux vidéo et j'en passe, officiels Star Trek. Bref, du flou à tous les étages de la production où les notions de fair use, d'œuvres dérivées, de profit autres que financiers se mêlent pour toujours placer plus de pouvoir aux mains des ayants droit et des auteurs et autrices des œuvres originales. Et si Gauss est déjà là devant ce flou en se disant ah ouais, il aura peut-être fallu réduire le rayon là, on voit que dalle, dites-vous les gens, dites-vous que cette affaire Axanar a fait l'effet d'une petite bombe dans les communautés de fans qui depuis balisent leur projet pour tenter au mieux de se replacer dans cette liminalité entre ce qui pourrait être légal ou non, ou plutôt entre ce qui pourrait être toléré ou non. Ce pourquoi les petits gars derrière le projet Batman Beyond Year One, dont je vous parlais en introduction, se sont empressés d'afficher un peu partout, y compris dans la description sous leur court-métrage, et ce, en première ligne, que Batman Beyond Year One était bien un court-métrage qui n'avait pas de vocation lucrative et qu'il était bien non affilié à DC Comics ou à Warner Bros. Discovery, espérant que de telles déclarations pourraient les couvrir dans un temps précisément où le pouvoir discrétionnaire conféré par le droit d'auteur a pris et prend encore de plus en plus d'espace sur ces mêmes communautés de fans, renforçant ainsi la centration de ces mêmes ayants droit autour de leur propriété intellectuelle et de leur rente. Bref, les gens, voilà où on en est. Bruce, cher Bruce, oublie ce que j'ai dit, full feu à Neo Gotham, ça me saoule. I won't do anything if I don't risk being embarrassed. Like now, I want to fight this young motherfucker. Me and Mike Tyson fighting. The vision I had, it's within me to be a fighter, to be a disruptor. Mike, I love you, but I'm gonna take your throne, brother.
Les gens, je vous propose de quitter les éditos de la semaine et d'attaquer les brefs de l'émission par un affrontement de légende ou presque, puisque la semaine dernière, à moins que vous ayez été totalement coupé d'internet, vous êtes sans doute pas passé à côté du grand événement sportif organisé par Netflix, le fameux match de boxe entre Mike Tyson d'un côté, légende du sport du haut de ses 58 ans, de ses 44 victoires par KO et au moins autant d'affaires de VSS au cul, et Jake Paul d'un autre côté, 27 ans, youtubeur multimillionnaire notoirement raciste, complotiste anti-pandémie et pas en reste du côté des VSS par ailleurs, pour ce que beaucoup ont nommé le plus grand match de boxe des États-Unis, avec 108 millions de spectateurs et de spectatrices à travers le monde. C'est colossal. C'est tout de suite très intéressant de constater que quand Netflix se lance dans le live sportif pour allègrement marcher sur les plates-bandes des canaux traditionnels de télévision, c'est bien la classique mesure du nombre de spectateurs et non la très Netflix mesure du nombre de minutes vues qui s'applique ici. Tu m'étonnes. Bref, 108 millions de spectateurs et de spectatrices pour ce qui est de facto devenu l'événement sportif le plus regardé de l'histoire d'une plateforme de streaming, emportant par ailleurs avec lui le match qui a été diffusé juste avant entre la championne super poids léger Katie Taylor et Amanda Serrano, devenu là aussi l'événement sportif professionnel féminin le plus regardé de l'histoire aux États-Unis, malgré un nombre de problèmes techniques pas tout à fait à la hauteur de l'événement. Mais surtout, les gens, disons-le, ce combat Jake Paul-Mike Tyson, une grande farce spectaculaire où un jeune bourru de 27 ans a mené sans trop de difficulté un gars de 58, à tel point que malgré le soutien du public pour Mike Tyson, une bonne partie de celui-ci s'est barrée pendant l'affrontement, ce qui n'a pas empêché bien sûr Jake Paul de recevoir 40 millions de dollars. Faut le rappeler quand même, 40 millions de dollars, et Mike Tyson d'empocher la modique somme, lui, de 20 millions. Et ce qui a surtout permis à Netflix d'avancer dans son grand plan de conquête du monde du sport et du monde tout court. Rappelez-vous, on avait appris un peu plus tôt cette année que la plateforme avait obtenu les droits de 2 matchs de Noël de la NFL, la grande association professionnelle de football américain, pour la modique somme de 150 millions de dollars. 2 matchs qui, à eux seuls, font partie des 25 plus grands événements sportifs de l'année. Mais surtout, 150 millions de dollars déboursés aussi pour empêcher la diffusion sur des canaux traditionnels de télévision, révélant aussi une partie de la stratégie de Netflix pour les années à venir. On pourra aussi parler de cet accord de 500 millions de dollars avec la WWE pour en être le foyer prioritaire pendant 10 ans, du match de tennis diffusé en direct entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, des nombreuses compétitions de golf qui sont aussi diffusées sur la plateforme, qui témoignent d'une envie de sport sur la plateforme, malgré les déclarations de Ted Sarandos. Non, on se lance pas dans le sport, on veut juste accroître nos revenus et nos abonnés. Oui, ça s'oppose pas, Ted. Pas du tout, en fait. Et cet attrait du sport en direct et des programmes sur rendez-vous est d'autant plus compréhensible qu'il s'intègre parfaitement dans la ligne stratégique de la plateforme après l'introduction de la publicité dans son modèle économique il y a 2 ans, formule de plus en plus privilégiée par les nouveaux abonnés, dans un contexte plus général où cette année, les services de streaming devraient dépasser les abonnements à la télévision payante aux USA, mais aussi les revenus de cette même télévision tout court, télévision payante dont les projections estiment que la valeur de ces revenus devrait, elle, être divisée par 2 d'ici 2028, continuant ainsi de faire basculer le rapport de force largement en faveur des plateformes de streaming. Il y en a dans les boîtes de prod télévisuelles qui clairement doivent s'en mordre les oreilles. Et s'il y en a une autre qui doit se mordre l'oreille, les gens, c'est bien notre ministre de la Culture, Rachida Dati, qui doit bien profiter de ces dernières semaines au gouvernement avant la censure de celui-ci pour être renvoyé en jugement. En tout cas, c'est ce que demande le parquet qui, vendredi dernier, a déclaré avoir demandé que l'ancien président de Nissan Motors, Carlos Ghosn, et Rachida Dati soient jugés notamment pour corruption. Et le mot important, c'est notamment, Rachida Dati aurait reçu 900 000 € entre 2010 et 2012 d'une filiale de l'alliance franco-japonaise Renault-Nissan, à l'époque sous la direction de Carlos Ghosn, pour des services de lobbying, bien sûr complètement illégaux au Parlement européen. Bien sûr, ça se défend déjà à grands coups de « j'aborde cette nouvelle épreuve avec sérénité et détermination », entre autres « je suis une victime collatérale dans cette affaire ». Collatérale de quoi ? Au juste. Bref, on suivra dans Soft Power, même s'il faut encore qu'un juge décide de donner suite à cette affaire, et pour Carlos Ghosn qu'il se décide de quitter le Liban, ce qui est très très improbable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, il y en a un qui est dans sa malle au Liban, quand l'autre est dans son mal en France. France où l'on a appris aussi, les gens, la semaine dernière également, que des acteurs du secteur de l'audiovisuel français public et privé s'étaient unis pour faire face notamment à la concurrence des plateformes américaines. Tout ça se fait sous l'égide d'une nouvelle association créée pour l'occasion,
dont les objectifs affichés sont, je cite, de garantir la diversité et le renouvellement de la création et d'assurer le rayonnement de l'exception culturelle française. Et quand on parle de plateforme américaine, les gens, il faut aussi penser à celle qui a été expressément visée par cette nouvelle association, YouTube. YouTube dont on a appris il y a quelques jours via une étude de Comscore que les Français avaient consacré en mai dernier 41 minutes par jour à visionner des vidéos sur YouTube, tout écran confondu, faisant simplement en moyenne de YouTube le leader, tout simplement, du paysage audiovisuel devant TF1, dans un contexte où, comme le rappelle Justine Rist, directrice générale de YouTube France, la télévision est aujourd'hui le deuxième écran de consommation de YouTube en France, après le téléphone mobile, et dans un contexte aussi où la contribution de la plateforme à l'économie française est estimée à 850 millions d'euros et au soutien de plus de 21 000 emplois, qu'il faut toujours tout de suite tempérer très fort. Il faut se rappeler que Google avait il y a quelques années sorti près d'1 milliard d'euros pour solder son contentieux en France, l'entreprise ayant été poursuivie notamment pour fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée. Je ne la connaissais pas celle-là, et ça traitait que des contentieux fiscaux de 2005 à 2018 ouverts en France. Quel plaisir, je vous laisse imaginer le reste. Bref, c'est aussi pour faire face à YouTube. Cette nouvelle association de l'audiovisuel français public et privé s'est formée pour parler d'une seule voix et ainsi se faire entendre davantage des législateurs et des régulateurs nationaux et européens. Affaire à suivre dans Soft Power, comme on suivra également ces grèves annoncées chez ZeniMax, l'entreprise américaine de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo désormais dans l'escarcelle du géant Microsoft. Une grève menée par des centaines de travailleurs et de travailleuses pour dénoncer le blocage des négociations en cours de l'entreprise quant au travail à distance décidément et quant à l'externalisation unilatérale du travail d'assurance qualité de Microsoft. On avait déjà parlé de ces deux aspects dans Soft Power, et ce sans négocier avec le syndicat en place dans l'entreprise, le ZeniMax Workers United CWA. ZeniMax Workers United CWA, fondé en janvier 2023, qui est, rappelez-vous, le premier syndicat de studios de jeux vidéo chez Microsoft. Et cette grève est d'autant plus importante qu'elle intervient après cette déclaration de Phil Spencer, le patron de Microsoft en charge de la section gaming. L'activité Xbox n'a jamais été aussi saine à OK, alors qu'en arrière-plan, ça sous-traitait toutes les missions possibles sans préavis et sans prévenir qui que ce soit par ailleurs. Force aux camarades pour les grèves, on suivra ça là aussi. Le 13 novembre dernier, un rapport de Sutton Trust, cette fois-ci, a révélé une nouvelle fois, serais-je tenté de dire, une surreprésentation flagrante dans le monde des arts britanniques des personnes issues des milieux les plus aisés. Et à ce tarif, le rapport est cinglant, je le cite, il existe des inégalités de classe évidentes dans l'enseignement supérieur créatif et dans la main-d'œuvre créative. Les personnalités de premier plan dans ces domaines étant plus susceptibles d'avoir fréquenté une école privée ou une université que la population moyenne. Résultat, les jeunes de la classe ouvrière sont de facto exclus des industries créatives, ce qui est à relier évidemment avec toutes les études qu'on a pu relever ces dernières semaines dans l'émission sur les représentations dans ces mêmes œuvres britanniques. L'organisme Sutton Trust soutenant, comme d'autres avant lui, la nécessité d'adopter rapidement une série de mesures pour améliorer l'accès aux arts, avec pourquoi pas l'établissement d'une prime artistique, du conditionnement des subventions, à de l'inclusion socio-économique, pourquoi pas. Ce sont pas leurs propositions de mesures qui manquent, mais bien l'initiative politique. Et puisque les gens, on parle d'initiative politique, attendez, je vais prendre un tout petit peu de flotte, et puisque je vous parle d'initiative politique, on pourrait aussi parler de ça. Comment t'es passé de chef cuistot à taxi? C'est ma femme qui a enlevé ma fille. Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde. Elles sont parties, mais je pouvais pas accepter, tu vois, et depuis 9 ans, je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Le jour, la nuit, partout dans tout le pays. Konnichiwa. Domo. La stabilité de l'enfant, c'est qu'il voit ses deux parents. Ouais, c'est pas ça? Pas ici. Papa, j'ai retrouvé Lily. Jérôme, c'est la 10e fois que tu me l'as fait, celle-là. Je sais. C'est Lily, putain! Tu sais, Lily ne sait pas tout ce que tu as fait pour la retrouver. Je te suggère.
Ça, c'est une part manquante, un film franco-belge de Guillaume Sénès qui a fait sa promotion sur tous les plateaux ces 2 dernières semaines. Une part manquante, film qui nous raconte l'histoire de Jérôme, un Français reconverti en chasseur de taxi à Tokyo, en chauffeur de taxi à Tokyo qui, alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France, voit sa fille monter dans son taxi 9 ans après en avoir perdu la trace, après que sa femme l'a enlevé. Écoutez, sujet extrêmement complexe qui est celui des enlèvements d'enfants au Japon, notamment dans ces fameux couples binationaux. Sujet extrêmement complexe dans lequel je ne vais pas rentrer ici et maintenant dans l'émission. On le fera sans doute un jour en invitant quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi sur la question. Mais ce qui est sûr, c'est que le film et que le battage autour du film aurait sans doute mérité un peu plus de nuances, voire beaucoup. Le réalisateur Guillaume Sénès et également Romain Duris, qui tient le rôle titre dans le film, s'étant un peu trop souvent érigé en expert du droit japonais, dans un contexte extrêmement mouvant, complexe, où la question de l'enlèvement d'enfants est toujours pensée du seul point de vue du père, et où la question des violences intrafamiliales qui préexistaient souvent à l'enlèvement mériterait entre autres d'être bien davantage montrée, d'être bien davantage posée et illustrée. Mais écoutez, les gens, ça aurait pu être encore pire, ça aurait pu être la dernière publicité de Coca-Cola. Alors, vous le savez, les publicités de Coca-Cola, c'est un des grands événements marketing de l'année, puisque la tradition des campagnes Holidays Are Coming date déjà de 1995. Sauf que cette année, la multinationale soutien financier et moral à Tsahal en avait plus rien à foutre et s'est dit que ce serait une riche idée que de réaliser une publicité entièrement à l'intelligence artificielle avec Create Real Magic, son programme maison excellent pour un résultat même pas retouché à l'arrivée, avec le père dont l'œil se décroche de son orbite à la fin du plan, une femme dont les yeux se ferment et s'ouvrent en même temps, rien à foutre. J'imagine qu'il n'y avait pas assez de pesetas à la Coca-Cola Company pour recruter de vrais artistes VFX, une décision d'autant plus lamentable qu'elle tombe quelques mois après les historiques grèves des scénaristes et des acteurs d'Hollywood qui en grande partie avaient fait grève pour lutter contre les utilisations massives de l'intelligence artificielle générative. Super, non vraiment excellent. Et puisqu'on parle de l'utilisation massive de l'IA, il faut que je vous montre ça. Quand tu portes cette hache, c'est nous tous que tu portes. Papa, je peux pas tuer des dragons. Il le faut, fais-le. Je suis un viking. Je suis un viking. Attendez, on fait signe dans l'oreille que ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle en fait. Non, pourtant je comprends pas, c'est exactement au plan près le film original de Dean DeBlois et de Chris Sanders sorti en 2010. Oui, on me confirme, ça n'a rien à voir avec l'IA, rien du tout. Mais quel intérêt esthétique ça peut avoir, les gens. Ça, ce sont les premières images de Dragon, l'adaptation en prise de vue réelle des bières de Dragon, How to Train Your Dragon, le film DreamWorks à succès qui a ouvert avec lui une nouvelle franchise. Et que vous dire de cette refonte en prise de vue réelle, toujours réalisée par Dean DeBlois par ailleurs, si ce n'est que c'est exactement la même chose. Juste, je ne comprends pas l'intérêt esthétique d'un tel projet. Je comprends très bien les intérêts économiques, je comprends très bien les intérêts politiques aussi, des retapes en prise de vue réelle, de classiques de l'animation. On en parlera un de ces 4 dans Soft Power, mais en termes de propositions de cinéma, vraiment, je suis toujours fasciné de la nullité et de l'inutilité de ces projets à plusieurs centaines de millions de dollars. Sans doute pour ça que Dean DeBlois lui-même répète à qui le veut qu'il ne voulait pas spécialement faire ce film et que les studios l'avaient poussé à le faire. Pour ma part, évidemment, ce sera non et non, les gens. Quitte à voir des films d'animation, je crois que je préfère encore jeter un œil à cette future production Pixar. You need to meet people, make friends. Your life isn't up there, Elio. It's down here. You okay? I'm trying to get abducted.
By aliens. There's a sign I'm supposed to be up there. This mole is the exact shape of the Orion Nebula. I think you should have that looked at. Yes! I knew it! I knew it! I'm Questa, leader of GOM. Helix, leader of Aluminum. And you're the leader of... Earth? Hear that, everyone? It's the leader of Uh-oh. This is the most beautiful place I've ever seen. This is the bathroom. Feels waving from such great heights, come down now. Ça, c'est Elio, le prochain film d'animation des studios Pixar, réalisé par Domici, qui avait notamment déjà travaillé sur Vice Versa, sur Les Indestructibles 2, sur Toy Story 4. Elio, qui, comme vous avez pu le constater à la vue de ses premières images, nous racontera l'histoire d'un garçon de 11 ans qui se retrouve transporté à travers la galaxie par des extraterrestres qui le prennent pour l'ambassadeur intergalactique de la Terre. C'est joli, c'est Pixar, il y a un gros staff derrière et ça me permet de finir sur une note un peu plus positive, il faut le dire, avant de passer aux recommandations de la semaine. Ah, c'est déjà maintenant? Eh bien, écoutez, les voilà. Un petit détail que j'ai adoré aussi, c'est le crayon de Jinx, qu'on peut voir juste ici. Donc on peut voir à l'embout ici qu'il s'agit d'un crayon de Piltover qu'elle a sûrement dû ramasser quelque part ou voler lorsqu'elle était en train de piquer la gemstone dans le bureau de Jace. Et le petit détail que j'adore, regardez cette mine. Regardez cette mine de crayon. Mes amis artistes et dessinateurs verront bien ce que c'est. Bon les gens, vous le savez si vous suivez régulièrement l'émission, mais aussi tout simplement si vous suivez de près ou même de très loin l'actualité pop culture sur les réseaux. En ce moment, c'est la diffusion de la saison 2 de la série événement Arcane sur Netflix, série produite par les Français décidément bien fortiches de chez Fortiche Productions. Et bien sûr, en parallèle à l'exposition colossale de la série, beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu se sont jetés à raison sur le sujet pour en explorer différents angles. Et malgré les centaines de vidéos sur le sujet, j'en ai vu qu'une seule sur le web francophone qui parlait en détail du prop design d'Arcane, celle de Matteo Kinard, dont je vous recommande précisément la première vidéo à ce jour, puisque celui-ci s'est intéressé en détail à ce fameux prop design, ce design de ce qui est dans une scène mais qui n'est ni un lieu ni un personnage, traitant de tout ce domaine bien souvent méconnu du grand public. Matteo explore ce qui fait un bon prop design et pourquoi précisément Arcane le fait aussi bien et à un aussi haut niveau. Ça parle enjeu fonctionnel, ça parle enjeu narratif, ça parle enjeu technique, ça parle enjeu visuel aussi, tout en donnant une myriade d'exemples tous screenés de la série. Bref, vidéo super intéressante sur un sujet bien trop peu exploré jusque-là. Et j'en profite pour vous mettre également en description, les gens, un reportage de Combini sur le studio Fortiche et la production d'Arcane précisément. Ça fera d'une pierre deux coups et ce sont plutôt de bons compléments l'un à l'autre, il me semble. Le génie derrière le prop design d'Arcane, c'est sur la toute nouvelle chaîne Matteo Kinard que ça se passe. Lien en description. Alors j'ai pas de stats là-dessus parce qu'il faudrait chaque fois que quelqu'un vend un jeu, cliquer sur une case, c'est un gros jeu, c'est un petit jeu, c'est un moyen jeu. Mais si on essaie de se dire la part de gâteau que peut représenter le jeu expert dans le microcosme économique que pouvait être le monde du jeu auparavant, je pense qu'elle devait être de 20-25%, quelque chose comme ça, je l'imagine comme ça, genre sur 100 jeux de société vendus dans une boutique spécialisée moderne de jeux de société, la part des gros jeux devait représenter 20-25%. Si vous avez 2 bonnes heures et demie devant vous, je vous invite cette semaine à écouter la chaîne Punchboard qui, la semaine dernière, a organisé une discussion très précise avec Simon de la chaîne Le Passe-Temps Toulouse et Charles Amir de Super Meeple, que j'ai hésité aussi à vous conseiller. Tous trois réunis pour faire le bilan de l'état de santé du jeu de société dit expert. Ces jeux destinés à des joueuses ou à des joueurs qui ont déjà une certaine expérience dans le domaine du jeu de société. Une bonne discussion de plus de 2 heures pour faire le point sur 2024 donc, et pour tordre en partie cette petite musique qu'on entend ces derniers mois dans le monde du jeu de société, d'un déclin qualitatif et quantitatif de ces fameux jeux experts, en discutant de la pertinence du terme expert, de l'impact du succès des jeux de cartes sur les ventes de jeux de société, de l'écosystème des communautés en ligne et notamment des écosystèmes de plateformes de streaming pas toujours très adaptés, il faut le dire, à la diffusion de jeux de société, entre dizaines d'autres. Bref, chouette discussion, les gens, bien rythmés, ça donne un peu envie de recevoir tout le monde là sur Soft Power. C'est très riche, c'est très pas time-codé,
Timecodez vos vidéos, les gens, quand elles dépassent 30 minutes. Les gens, s'il vous plaît, faites ça. Mais ça n'enlève rien à la chouettesse de la discussion dont je vous invite à découvrir le contenu, évidemment, cette semaine. Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à pousser ces joueuses-là hors de leur zone de confort? Parce que c'est ça, le but est, bah oui, poster des visuels de loose, poster des 13-0, des 13-1, à l'image de ce que G2 Gozen a pris quand elles sont allées affronter des équipes d'hommes. Quel chemin on décide de prendre? C'est des questions qu'il faut se poser. Puisque je vous parlais à l'instant de jeux experts, je vous propose de découvrir aussi cette semaine un documentaire sorti il y a quelques temps maintenant et que j'avais oublié de vous recommander à la dernière émission. Erreur à rattraper, puisqu'il serait dommage de passer à côté de ce documentaire réalisé par la Carmine Corp au sujet de la place des femmes dans l'e-sport, en partant d'une question claire: puisque les ligues compétitives d'e-sport sont toutes mixtes et que la moitié des joueurs sont des joueuses, pourquoi y a-t-il encore si peu de femmes dans l'e-sport? Et pour y répondre, le documentaire va aller chercher bon nombre de professionnels de l'e-sport et d'internet: Laure Vallée, Loupiot, Kayane, Enjoy Phoenix, pourquoi pas, Nello, Matrix, Piloquois, et j'en passe. Autant de personnalités qui auront à cœur de parler de socialisation primaire et secondaire, de toxicité dans le milieu du jeu vidéo, parfois venant aussi des organisateurs d'événements eux-mêmes, et de comment lutter contre tous ces mouvements contraires. C'est évidemment un documentaire un peu girl power en soi, mais le fait de précisément donner la parole à ces joueuses et à ces coachs est un fait bien trop rare pour qu'on puisse passer à côté, il me semble. Ce pourquoi je vous recommande aussi cette vidéo cette semaine, dont vous trouverez le lien bien sûr en description. En 2023, 190 entreprises travaillant dans l'animation. C'est 10 de plus sur un an, et au sein de ces entreprises, on compte 10 000 salariés. 84% d'entre eux sont intermittents. L'étude montre qu'il y a une très lente décentralisation du secteur. Et en effet, ce sont des entreprises qui ont très souvent été concentrées en Île-de-France et à Paris. Et c'est toujours la région d'ailleurs qui concentre le plus d'entreprises, avec 57% du total ancré dedans. Il y a même encore des régions. Et pour bien finir les recommandations de cette semaine, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil au camarade Game Focus qui ce mardi est venu nous parler sur sa chaîne de cinéma d'animation en France. Et c'est tout ce que j'aime dans la façon de traiter un sujet. Ça parle de production, ça parle de chiffres, ça parle de faire des films d'animation, ça compare les coûts de production, ça parle de manque de moyens techniques qui traversent l'industrie française, ça parle d'hégémonie américaine très concrète, très observable en chiffres, notamment quand en combinaison de sortie, vous verrez ça. Ça parle du fait que les 3-14 ans sont encore le public largement majoritaire pour l'animation, des changements dans le ratio spectateur-spectatrice, bref, un petit bilan de l'année 2024 pour l'animation en France en moins de 15 minutes, et ça se donne même le luxe de terminer en parlant de conditions de travail. C'est chouette, et ça l'est d'autant plus, les gens, que je recevrai le camarade Gim aux côtés de Nicolas Jasinski, délégué général de la SPIAC CGT, pour parler des luttes actuelles dans l'industrie du cinéma français. Ça nous permettra sans doute de reparler de l'animation. Ce sera la semaine prochaine, vendredi de midi à 14h. Je compte sur votre présence. Voilà, c'est la fin de ce 68e numéro de Soft Power. Vous pouvez réécouter l'émission en audio sur toutes les plateformes de podcast ou en VOD sur la chaîne YouTube du même nom que l'émission, Soft Power. Tous les liens des articles, des vidéos, des recommandations dont je vous ai parlé tout le long sont en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 68e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Tropico, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine pour une discussion avec Game Focus et Nicolas Jasinski de la SPIAC CGT pour parler, je vous l'ai dit, des luttes actuelles dans l'industrie du cinéma français, et dans 2 semaines bien sûr pour la matinale pop culture et politique qui sera elle aussi suivie d'une discussion. On va essayer de ne pas se burn-outer avant la fin de l'année si c'est possible. Et en attendant tout ça, les gens, vous le savez, prenez soin de vous, regroupez-vous, puis moi je vous dis ciao.